Nous avons une information de dernière minute. Le président Trump ne dit pas seulement qu'un accord va être conclu, il annonce maintenant quand il sera signé. Il affirme que la signature aura lieu demain, dimanche. L'heure exacte n'a pas été précisée, ni le lieu, ni la manière dont les parties vont signer. Il y a donc un peu de flou à ce sujet, mais le président Trump insiste très clairement sur le fait que cela se produira demain. Le Pakistan a d'ailleurs publié des déclarations similaires. Comme on vous l'a répété tout au long de cette période, depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, tout dépend de ce qu'il y a réellement dans l'accord. Jusqu'à présent, tout ce qu'on sait, c'est qu'un accord a été signé, qu'il y a un protocole d'entente, un MOU, sur lequel les deux parties se sont globalement mises d'accord et qu'apparemment, maintenant, les deux l'ont validé. Ce matin, dans notre émission, on vous disait que le camp iranien, le camp américain et le camp pakistanais affirmaient tous que l'accord était conclu et qu'il pourrait être rendu public dès demain. Et maintenant, apparemment, d'après le président Trump, c'est exactement ce qui va se passer. Mais on va encore avoir quelques vents contraires demain. Et il reste des points vraiment importants qu'il va falloir expliquer assez vite. Ce que je disais ce matin, c'est que s'il y a un accord, un vrai accord, il faut qu'il y ait un seul texte, validé par tout le monde, le même texte, pas plusieurs versions différentes. Il doit être identique. Et pour qu'un texte soit identique, alors que les deux camps étaient sur des planètes complètement différentes, eh bien, il va falloir que quelqu'un fasse un gros pas en arrière. Et qui sait, peut-être que les deux côtés ont déjà commencé à reculer un peu pour essayer de trouver un terrain d'entente. Ce serait un bon signe. Si c'est le cas, il faudra attendre et voir. Et il y a quelques indices qui laissent penser que les deux camps commencent à céder un peu. Mais tout dépend de ce qu'on a vraiment. Mais avant d'en arriver là, il y a aussi des déclarations contradictoires. Quelle surprise, n'est-ce pas? Alors, disons que, avant d'entrer dans les détails de ce que le président Trump dit aujourd'hui, voyons d'abord ce que dit l'autre camp. Parce que la plupart de ces informations datent littéralement d'il y a quelques minutes. D'abord, on a une déclaration de l'ISNA. C'était il y a environ une heure, un peu plus d'une heure. Alors, le porte-parole, ils disent le porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères, a annoncé qu'Islamabad accueillera demain, dimanche, la cérémonie de signature de l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran par visioconférence. Donc apparemment, il y a eu des discussions sur le lieu. Ce sera, je suppose, au Pakistan, à Islamabad, et la cérémonie se fera en vidéoconférence. Donc vraisemblablement, les deux autres parties, les États-Unis et l'Iran, participeront à distance depuis leur propre site. Mais c'est intéressant, parce qu'au départ, il était simplement indiqué que c'était le porte-parole de l'armée pakistanaise qui avait fait cette annonce. Pas que le côté iranien l'avait confirmé ou qu'ils y avaient consenti. Et puis, un peu plus tard, je crois que c'était, oui, il y a environ 45 minutes. Alors, après la publication de l'autre message, il y a eu une réaction d'un des religieux en Iran, l'ayatollah Sayyid Hassan Khomeini. Je ne suis pas certain qu'il soit lié au guide suprême, mais c'est l'un de leurs dirigeants religieux. Il a déclaré, dans les circonstances actuelles, et d'ailleurs pour être clair, c'est une traduction du farsi original, donc il s'adressait avant tout à sa propre population. Il a dit « Dans la situation actuelle, nous n'irons nulle part avec des querelles et des paroles dures. Faisons confiance à la sagesse collective et aux grandes décisions des hauts responsables du système. Chacun peut donner son avis à titre consultatif, mais une fois la décision finale prise, elle doit être respectée. » On peut évidemment interpréter ça en se disant « D'accord, le fait que ce message soit sorti juste après l'annonce qu'un accord allait être signé demain,
Ça pourrait bien vouloir dire que la partie iranienne est prête à revenir sur certaines de ses déclarations les plus dures ou sur certaines de ses exigences les plus maximalistes. Ce matin, dans l'émission Dialogue Works, on vous a montré le professeur Morandi. Il a dit très clairement, s'il n'y a pas d'argent versé à l'avance, pas d'accord. S'il n'y a pas de levée des sanctions dès le départ, pas d'accord. Si la partie israélienne ne se retire pas du Liban, pas d'accord. Si le blocus américain n'est pas levé, pas d'accord. Ces 4 points, il les a énoncés sans aucune ambiguïté. Ils doivent tous être respectés, sinon il n'y aura pas d'accord. Si un seul de ces points n'est pas rempli, alors il n'y a pas d'accord. On peut se demander si certains de ces points ne sont pas vraiment intouchables. Peut-être qu'ils peuvent être négociés. Peut-être que l'Iran est revenu à la table pour obtenir une sorte de protocole d'accord, une forme d'entente. Parce que sinon, si ces 4 points avaient déjà été obtenus, si c'est le président Trump qui avait cédé sur tout ça, je ne vois pas pourquoi on en parlerait encore. Cela dit, il y a en Iran des courants, et j'en ai vu ce matin dans des interviews traduites depuis Téhéran, une partie de la population qui ne veut absolument aucun accord. Ils disent « Non, il faut continuer à se battre ». Ils savent qu'ils vont être frappés, mais ils disent « Continuons », parce qu'on peut tenir plus longtemps qu'eux et on finira par remporter une victoire militaire. Et à ce moment-là, il n'y aura plus aucun accord à négocier. Ce seront nos conditions, tout simplement. Je ne pense pas que ces gens réalisent vraiment à quel point le coût serait élevé s'ils décidaient de suivre cette voie. Je crois que, sur le plan théorique, c'est possible. Mais pour nous, les États-Unis, c'est tout simplement impossible d'emprunter une option militaire. Nous n'en avons ni les moyens, ni la capacité. Nous ne pourrions jamais y arriver. L'Iran, lui, pourrait peut-être le faire, mais ce ne serait pas garanti, et ce serait à un prix incroyablement élevé. Donc, il se peut que les mollahs, les religieux et ceux qui dirigent se disent « on ne va pas payer ce prix-là » parce qu'on peut obtenir un résultat suffisamment bon pour un coût bien moindre. Et peut-être qu'ils leur disent simplement ça. Je n'en sais rien. Ou alors, c'est quelque chose de plus important. Quoi qu'il en soit, on devra attendre de voir le texte de l'accord, qu'on devrait recevoir à un moment donné demain. Donc ça, c'était il y a environ 45 minutes. Mais ensuite, et c'est intéressant, il y a eu une autre information, il y a à peu près 35-40 minutes, donc encore plus récente. Et ça vient de l'agence de presse Fars, à Téhéran. Ils ont publié ça il y a environ 1 heure. Trump a de nouveau insisté sur le fait que le mémorandum d'accord avec l'Iran serait signé dimanche. Et pourtant, les responsables iraniens ont clairement déclaré que l'accord n'était pas finalisé et qu'il ne serait certainement pas signé dimanche. Donc c'est déjà un élément assez solide pour commencer. C'est bien l'agence Fars, et ça date d'environ 35 minutes au moment où on enregistre cette émission. Ils disent que les négociations sont toujours en cours, qu'il y a encore des discussions, encore des tractations, et que ce ne sera pas pour demain. Alors, je ne vois pas très bien comment on peut concilier ça avec le président Trump qui affirme que ce sera absolument demain. Et puis, il y a l'agence Fars News, qui est ce qu'on a de plus proche d'une déclaration officielle iranienne. Elle dit que ce ne sera pas pour demain et que les négociations continuent. Est-ce qu'on doit y croire? Franchement, je ne sais pas. Je n'ai rien vu de concret. Je viens de vérifier à l'instant. Je sais que Gary va continuer à suivre tout ça pendant l'émission pour vérifier toutes les sources, surtout Galibaf. J'ai aussi regardé, de mon côté, pour voir si quelqu'un faisait une déclaration vraiment officielle au niveau du gouvernement. Donc on va surveiller ça au fur et à mesure. Mais pour l'instant, c'est la seule chose qui a été dite. Et bien sûr, on sait que Fars et l'ISNA ne sont pas des agences indépendantes. Ils sont étroitement contrôlés par le gouvernement. Ils doivent obtenir une autorisation pour tout ce qu'ils signent.
Donc on peut imaginer que c'est probablement le cas en ce moment. Évidemment, ça pourrait changer plus tard si les discussions continuent. Je n'exclurais pas que le président Trump ait simplement dit « Bon, on est assez proche, je vais l'annoncer », en se disant que ça mettrait la pression sur eux pour le faire. Ce serait tout de même incroyable s'il essayait de forcer le système pour les contraindre, même juste pour une annonce, parce que Trump est connu pour son impatience. Il ne supporte pas que les choses prennent leur cours normal. Et tout ce processus, franchement, est vraiment étrange par rapport à la manière dont les choses se passent d'habitude. En général, on passe par un intermédiaire. On échange des notes, juste pour s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde, dans le même cadre, sur le même écran, comme on dit, au moins sur la même planète. Et une fois qu'on est à peu près aligné, on envoie les délégués personnels, ceux qui ont le pouvoir de décision, au nom de leurs dirigeants respectifs. Ils se retrouvent, ils négocient, et ils amènent l'accord tout près de la ligne d'arrivée. Ensuite, on fait venir les chefs d'État pour trancher les derniers points et valider l'ensemble. C'est comme ça que ça se passe d'habitude. Mais cette fois-ci, il n'y a pas eu de négociation directe. Tout s'est fait par intermédiaire, ou par échange de messages, de correspondance officielle, mais rien en personne. Donc c'est difficile d'imaginer qu'on puisse avoir une vraie négociation sincère quand on n'a même pas rencontré ses interlocuteurs en face à face, encore moins au niveau des dirigeants. Mais bon, c'est l'ère Trump, alors j'imagine que tout est possible. Il va falloir attendre et voir comment ça va se passer. Jetons un œil à ce que le président Trump a dit dans cette publication sur Truth Social, parce que je pense que ça va nous donner une idée de ce qui pourrait se passer pendant ce mandat, ou qu'il n'y en aura peut-être pas. Et je veux aussi le dire très clairement, voilà ce que le président Trump a déclaré. Combien de fois a-t-il dit quelque chose? Puis quelques heures plus tard, disons 5 heures plus tard, comme dans une des émissions qu'on a faites la semaine dernière, il a changé d'avis en moins de 5 heures. Alors, Dieu seul sait ce qui peut se passer dans 5 heures, ou dans 5 minutes, ou demain matin. Qui sait? Bon, tout ça, c'est une grosse mise en garde, donc il faut prendre tout ça avec des pincettes. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est se baser sur ce qu'il dit maintenant. Voilà, dès le départ, l'accord de Barack Hussein Obama avec l'Iran, le JCPOA, c'était une route facile, belle, fluide vers l'arme nucléaire, que l'Iran aurait eue il y a 6 ans et qu'il aurait utilisée depuis longtemps. Mon accord avec l'Iran, c'est exactement l'inverse, un mur contre toute arme nucléaire. Très bien, faisons une petite pause là-dessus. Il n'y a pas un mot, pas une once de vérité dans tout ce qu'il a dit jusque-là. Le JCPOA, que le président Trump aime Barack Obama ou qu'il le déteste, ça n'a aucune importance. Le fait mesurable, vérifiable, avec des preuves à l'appui, c'est que cet accord a empêché l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire, parce qu'il y avait une surveillance extérieure très poussée. Il y avait des dispositifs physiques pour observer. Il y avait l'AIOA, des inspecteurs internationaux qui allaient sur place. Oui, je sais, ils n'avaient pas un contrôle total sur tout le pays. Ils ne pouvaient pas faire des inspections surprises à tout moment, d'accord? Il y avait des limites, des imperfections. Mais croyez-moi, les Iraniens ont trouvé ça incroyablement intrusif, envahissant, et ils considéraient que c'était très désavantageux pour eux. Et ça, ils n'ont pas du tout aimé, parce qu'ils avaient le sentiment que ça portait atteinte à leur souveraineté. Mais ils étaient là. Ils pouvaient vérifier si les Iraniens faisaient quelque chose d'interdit. Et ça s'est produit plusieurs fois. Les inspecteurs de l'AIUA l'ont découvert, ils l'ont rendu public, et les Iraniens ont corrigé la situation. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ces inspecteurs étaient efficaces parce que quand l'Iran ne respectait pas les règles, ils le signalaient. Et une fois que c'était porté à la connaissance du public, ou après un certain temps, l'Iran revenait en conformité. C'est un fait aussi.
Donc ça les a empêchés d'aller plus loin. Et puis sur le fond, l'enrichissement n'était que de 3,67%. Il faut atteindre 90% pour obtenir de la matière de qualité militaire. Et ça, c'était vérifié. Ils n'ont jamais de pace ennemi niveau. Même ce qu'ils avaient, c'était en toute petite quantité. Tout ce qui dépassait, ça devait être expédié ailleurs. Et je crois qu'il y avait environ 20 000 livres, si je ne me trompe pas. Quel que soit le chiffre exact, c'était un chiffre important. Tout ça a été envoyé hors du pays, en Russie, je crois. Donc ils n'avaient pas de stock. Il y avait tellement de choses qu'ils n'avaient pas, qu'ils ne pouvaient tout simplement pas mener un programme d'armes nucléaires. Et il a confirmé ça à tout le monde. C'était d'ailleurs l'un des problèmes que le président Trump avait évoqué quand il s'en est retiré en 2018, le fait qu'il y avait une clause d'expiration en 2025. Donc même si on veut prétendre qu'en 2025, il s'en serait retiré pour se précipiter vers la bombe, ce qui n'a aucun sens, il n'y a absolument aucune raison de penser qu'ils auraient fait ça. Ils s'y seraient tenus jusqu'à ce moment-là. Mais le président Trump, lors de ce premier événement social, dit qu'ils auraient eu la bombe il y a 6 ans, ce qui n'a absolument aucun fondement. S'il ne s'en était pas retiré, l'accord serait encore valable, même sans renégociation. Il devait expirer en 2025. Ça fait 1 an, pas 6. Donc ce chiffre, il l'a tout simplement inventé. Ça ne repose sur rien. Mais le vrai problème ici, c'est qu'il commence par ça. Il a cette obsession, cette peur presque maladive d'être accusé d'être moins que Barack Obama. Donc, il doit commencer chacune de ses phrases sur cet accord en disant d'abord « Oh, Barack Obama, c'était terrible, le JCPOA, c'était affreux, c'était une route vers l'arme nucléaire. » Ce qui, encore une fois, est totalement faux. C'est un mensonge fabriqué de toutes pièces. Ce n'est pas une exagération ni une demi-vérité. C'est un vrai mensonge, pur et simple. En réalité, c'était exactement l'effet inverse. Quiconque s'y est vraiment intéressé et l'a compris le sait. Malheureusement, comme le président Trump dit quelque chose, puis le répète à longueur de temps, trop de gens en Occident le reprennent. Trop de médias le reprennent aussi. J'ai vu récemment Kristen Welker de NBC News et elle mérite beaucoup de crédit pour ça. Dans les grands médias, elle a eu le courage de dénoncer beaucoup de choses. Elle ne les laisse pas passer. Et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles elle l'a poussé à quitter brusquement la réunion ou l'interview dimanche dernier. Il est parti en disant qu'elle ne le laissait pas s'en tirer comme ça. On a bien vu que ça l'a mis en colère, il n'a pas supporté, il a arraché son micro et quitté le plateau. Donc bravo à elle pour ça. Mais ici, on fait la même chose. On ne va pas laisser passer ce genre de choses. Tout ça, c'est le contexte avant qu'ils disent « Ok, Obama est nul, moi je suis génial, et mon accord sera bien meilleur. » Bon, voyons maintenant les détails. Il dit ensuite « La première chose que je veux aborder ici, c'est que le détroit restera ouvert, donc ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. » Et ça, c'est un point sur lequel l'Iran n'a jamais vraiment contesté quoi que ce soit. Ils ont toujours dit, et nous aussi, qu'on n'allait pas avoir d'armes nucléaires. On l'a toujours déclaré. Bien sûr, si vous voulez que je le redise, pourquoi pas? On va le redire. Donc, cette partie-là, c'est simple. Aucun problème avec ça. Ensuite, il parle du détroit d'Ormuz. Il est ouvert à tous. Rappelez-vous, c'était censé être la condition du cessez-le-feu initial vers le 40e jour. Les deux camps devaient lever leur blocus. Les États-Unis devaient lever le leur et le côté iranien devait lever le sien, sans frais, sans péage, sans rien d'autre. Ce devait être libre et ouvert. C'était ça, l'accord prévu. On verra si cette fois ça se passe vraiment comme ça. Parce qu'à l'époque, la partie iranienne avait dit que même l'accord de cessez-le-feu pour rouvrir les deux blocus incluait forcément le Liban et le Hezbollah. Et maintenant,
Ils disent, jusqu'à présent, qu'ils ont toujours affirmé avec force que c'était encore le cas. Nous ne laisserons jamais nos frères derrière nous. Alors vont-ils le laisser tomber maintenant? Est-ce qu'ils vont rendre cela non conditionnel, ou bien disent-ils qu'ils y reviendront plus tard? Parce que, souvenez-vous, c'est ce que le Premier ministre Netanyahou a déclaré hier. Il a dit qu'il était tout à fait favorable à cet accord, à condition qu'il inclue le retrait du matériel enrichi, ce que la partie iranienne a jusqu'à présent catégoriquement refusé. Le démantèlement de leur infrastructure d'enrichissement, qu'ils ont dit ne pas vouloir faire. Des limites à la production de missiles, qu'ils ont également refusées. Et enfin, la fin du soutien de l'Iran à ces groupes terroristes, c'est-à-dire le Hezbollah, le Hamas et les Houthis. Voilà ce qu'il a dit, il y a à peine un jour. Rien du tout là-dedans, je cite, « Et nous allons nous retirer du Hezbollah, du Liban. » Et souvenez-vous, on vous a montré ce matin, dans cette émission, qu'Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, a déclaré hier soir à la télévision iranienne de façon très ferme « Nous n'abandonnerons pas nos frères au Liban ». Il continue de le répéter encore et encore, y compris hier soir. Il ne semble donc pas très crédible de penser qu'il aurait dit avec autant de force au peuple iranien que sans accord avec le Liban, il n'y aurait pas d'accord du tout. Et que tout à coup, ce matin, à la veille de demain, ce point ne serait plus d'actualité. This deal that doesn't seem to be lining up. But again, somebody is going to have to make a big change from what they've been saying publicly. Next thing is he says, okay, this is one of the bigger ones here, no cash exchanges. And here he dogs President Obama for having, unlike Obama's hundreds of billions. Y compris 1,7 milliard en céréales. Maintenant, comment il passe d'1,7 milliard à des centaines, au pluriel, de milliards? Ça, ce n'est pas expliqué ici. Mais il affirme qu'aucun argent ne changera demain. C'est une répétition de ce qu'il a déjà dit dimanche dernier dans son interview sur NBC News où on lui a demandé très directement « Est-ce que vous allez verser des fonds à l'avance? Et est-ce que vous allez suspendre les sanctions énergétiques dès le départ ?» Et il a répondu catégoriquement « Non ». Donc il répète ça ici encore une fois. Et nous vous avons montré les deux, professeur Morandi, ce matin encore, à partir de l'interview télévisée d'hier soir. Abbas Araghchi et Rezaei ont tous les deux dit que oui, c'était une première étape nécessaire. Puis Rezaei, le général Rezaei, haut dirigeant, conseiller principal, conseiller militaire, a déclaré catégoriquement qu'il y aurait de l'argent versé d'avance parce qu'ils n'ont aucune confiance dans les États-Unis. Donc, il faut des mesures de confiance, des garanties, et cela devra passer par un paiement initial. Alors, il paraît assez improbable qu'après tout ce qui s'est passé, avec les deux guerres qui ont commencé en 2025 et en 2026, et après toutes ces déclarations de hauts responsables, ils se mettent soudain à dire « finalement, peu importe. Vous savez quoi? On va vous faire confiance cette fois encore. » Autrement dit, ne nous donnez pas d'argent à l'avance. Ne nous accordez aucun allègement des sanctions. On va ouvrir notre bloc A, vous allez ouvrir le vôtre. Mais bien sûr, sans la levée des sanctions, les gens ne peuvent toujours pas acheter notre monnaie. Donc oui, ensuite on parlera du programme nucléaire et de tout ce genre de choses, ce qui en gros veut dire que les États-Unis obtiendraient tout et que l'Iran n'aurait rien. Si quelqu'un pense que ça va se passer comme ça, il va être déçu. Il n'y a aucune chance que l'Iran abandonne tout ça. Je vous le dis franchement, je suis très méfiant vis-à-vis de cette déclaration. Parce que je pense que ce qui s'est probablement passé, c'est qu'il y a eu un accord sur tous ces points. Le côté iranien l'a validé, les intermédiaires pakistanais l'ont reconnu, les négociateurs américains, qui n'ont pas été identifiés publiquement, ont donné leur accord. Mais le président Trump, lui, ne l'a pas fait.
So he says something's going to be signed tomorrow. Alors, il dit que quelque chose va être signé demain. On va voir ce qui va se passer avec ça. Et puis la dernière chose qu'il mentionne, c'est le retrait du matériel nucléaire. Et ça, c'est quelque chose que Netanyahou a dit aussi. Souvenez-vous, il avait parlé de limitation sur leur production de missiles, du démantèlement des structures en place, et bien sûr, en premier, du retrait des matériaux enrichis. Donc, on voit bien que Netanyahou et Trump sont sur la même longueur d'onde à ce sujet. Et encore une fois, c'est une autre exigence catégorique que la partie iranienne a rejetée. Alors, laquelle est la bonne, franchement? Which is it? I mean, surely Iran did not give in on everything. L'Iran n'a pas cédé sur tout. Et les États-Unis, eux, ne vont rien céder du tout en obtenant l'ensemble en échange d'une promesse de quelque chose à venir plus tard. Parce que, pour que tout ça tienne debout, c'est comme ça que ça doit se passer. Alors, voilà ce qui m'inquiète vraiment. Je vous ai montré ce que les deux camps ont déclaré, et on connaît bien l'historique de tout ça, parce que on vous en parle tout le temps. Ce qui me fait peur, c'est que Trump aille jusqu'au moment où tout ça est censé se produire, et qu'il dise ensuite que l'Iran a rompu l'accord. Voyons voir. Est-ce que j'ai encore ce passage ici? Vous vous souvenez de celui-là? C'est quand il a parlé des conditions imposées à l'Iran. C'était il y a quelques jours, le 12 juin. Il a dit que les termes de l'accord qui a fuité n'avaient rien à voir avec ceux qui avaient été conclus. Ce qu'ils ont déclaré, y compris ce communiqué faible et pathétique sur les accords, n'a aucun rapport avec la vérité. Ce sont des gens déshonorables, impossibles à traiter honnêtement. Avec eux, la bonne foi n'existe pas. Donc il les insulte déjà, puis il dit que toute personne qui contredit ce qu'il affirme est un mauvais acteur. Alors maintenant, soit il les a forcés à se plier à ce qui a fuité, et on vous a montré ce qu'était ce plan en 14 points, qui n'est pas très différent du plan iranien en 10 points d'avril ou de mai. Soit, publiquement, rien n'a vraiment changé. Donc soit il y a eu une transformation radicale, soit le président Trump n'est pas en prise avec la réalité. Et dans ce cas, on n'aura pas d'accord signé demain. Donc, ça s'est déjà produit. Souvenez-vous, Robert Barnes, qui est venu dans notre émission et qui a des infos assez précises sur ce qui se passe à la Maison-Blanche, a expliqué qu'il y avait déjà eu des accords similaires conclus entre les deux camps qui négocient en passant par des intermédiaires. Ils avaient trouvé des points sur lesquels la Maison-Blanche était d'accord et sur lesquels la partie iranienne l'était aussi. Et à chaque fois, Trump dit non à la dernière minute. Donc pour moi, la probabilité est assez forte que ce soit, je dirais, la 7e fois qu'il se rétracte. Je serais vraiment surpris si cette fois-ci, ça allait au bout. Je ne fais pas partie de ces négociations, donc je ne peux pas savoir. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose en coulisses qui va permettre que ça se fasse. Et si c'est le cas, on le reconnaîtra sans problème. Mais je serais vraiment surpris si quoi que ce soit de ce que dit le président Trump s'avérait vrai, et si tout ce que dit la partie iranienne se révélait creux, au point qu'ils finissent par se soumettre et acceptent tout ce que Trump a dit. Franchement, je ne pense pas que ça passerait en Iran. Mais bon, on a déjà vu des choses plus folles arriver. Voilà où on en est aujourd'hui, les amis. Alors, ne vous emballez pas trop avec toutes ces rumeurs disant qu'un accord va être signé demain et que la guerre sera terminée. Le marché, apparemment, a déjà bien réagi. Le prix du pétrole chute très bas. Je pense que la bourse, elle, est probablement en train de monter. Regardez ça de plus près. J'imagine que c'est le cas. Il y a sûrement quelqu'un qui est en train de gagner beaucoup d'argent. Et si, faites bien attention à ça, si les choses se passent comme je l'ai dit, qu'il n'y a pas d'accord, que Trump accuse l'Iran de mauvaise foi et qu'il se retire, alors vous verrez le prix du pétrole remonter en flèche. Et comme par hasard, je parie que si on regarde de près, quelqu'un aura gagné énormément d'argent, des centaines de millions de dollars, si l'histoire se répète.
On verra bien comment tout ça va se dérouler. Mais soyez un peu sceptique. En fait, soyez très sceptique. On verra. On vous tiendra au courant en temps réel. J'espère que vous passez un bon samedi. On se retrouve dès qu'il y aura du nouveau à raconter. À bientôt dans le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez qu'on n'a pas de sponsor parce qu'on déteste vous bombarder de pubs. Moi, je n'aime pas ça. Alors, montrez un peu de soutien. Abonnez-vous, mettez un like et partagez ça avec quelqu'un qui compte pour vous. Like, and send this to somebody you care about.